Bienvenue au webinaire Optime Ressources, un projet SI mené à bien et dans les délais grâce à une combinaison gagnante, laquelle? Gilles Groslo, donc je suis directeur qualité de Danone de nutrition spécialisée en France. Alors je dis je suis, j'étais, parce qu'en fait j'ai arrêté mes activités le 31 mars. Donc le projet dont je vais vous parler est le dernier projet que j'ai sponsorisé avec la dernière réunion le 31 mars chez Danone. Donc après 39 ans d'exercice, principalement dans des fonctions opérations et pour les 2 tiers en qualité sur différents sites et en siège et comme directeur qualité. J'ai eu la chance et l'occasion de mener un certain nombre de projets, évidemment sur des démarches qualité, mais aussi des projets liés à l'informatique, dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Très bien. Mélanie? Donc, Mélanie Gouffon, moi je suis consultante en excellence opérationnelle chez Optime. Après un peu plus de 20 ans d'expérience en tant qu'opérationnelle en supply chain et en gestion de projets systèmes d'information type mise en place de SAP comme directrice de projet dans différentes entreprises. Merci. Et Emmanuel, c'est toi qui vas conclure. C'est moi qui vais conclure ce petit tour de table. Donc Emmanuel Ruppli, donc moi j'ai un double cursus de conseil en management dans une première partie de carrière pendant 9 ans dans un gros cabinet anglo-saxon où j'ai travaillé dans les domaines de l'IT et du supply chain management. Et puis 22 ans d'industrie dans le groupe Renault Trucks Volvo sur différentes fonctions, dont responsable d'organisation et puis dernièrement directeur des systèmes d'information de Renault Trucks. Et depuis 1 an chez Optime, où je développe, avec l'aide de mes collègues, dont Mélanie, nos savoir-faire autour de la digitalisation et de la transformation du système d'information. Donc, peut-être commençons par quelques éléments de contexte de ce projet. Danone en France, c'est 3 business units. Ce qu'on appelle des business units, ça peut être un ensemble d'unités suivant nos 3 métiers qui sont les produits laitiers et les produits d'origine végétale, les eaux et les produits de nutrition spécialisés. Ce qui est peut-être important à comprendre, donc au-delà du fait que Danone en France, c'est 8000 personnes, 25 implémentations, dont 13 usines, 26 marques, et bien sûr beaucoup de partenaires. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ou alors je devrais dire hier, nos organisations sont différentes selon les métiers et que dans le contexte dans lequel on est, comme vous l'avez sûrement appris par la presse, Danone est en train de se réorganiser. Donc là, la réorganisation se met en place, voire est mise en place un certain nombre de fonctions pour regrouper dans chaque pays, en fait, ces 3 métiers. Donc, on part d'une situation où il y a 3 sociétés, 3 métiers qui travaillent de manière un petit peu différente, même si effectivement il y a quelques points communs, et notamment des connexions entre les différentes équipes dans les mêmes métiers, pour aboutir à une seule CBU, une seule entité qui regroupe l'ensemble des business units. Donc quelques mots, c'est pas un secret, Danone fait partie des sociétés qui produisent et vendent des produits de grande consommation. Donc en fait, qui dit produits de grande consommation dit s'adresser directement à des consommateurs par différents canaux. Et donc il y a une forte importance et une forte emphase qui est mise sur la relation qu'on a avec nos consommateurs. Donc la relation qu'on a avec les consommateurs, j'exclus un petit peu la partie nutrition spécialisée médicale, puisque nous avons aussi, notamment avec la marque Nutricia, donc des patients comme clients. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, on n'a pas de relation avec eux, on a de relation qu'avec des partenaires de santé. Donc la relation consommateur, on dit consommateur, c'est aussi relation client, clients qui peuvent être divers. Au-delà de la GMS, il y a aussi toute la restauration en domicile. Et la relation consommateur, en fait, elle repose sur quoi? Elle repose sur le fait de donner un certain nombre d'informations, d'apporter aussi des conseils, notamment des conseils nutritionnels, et puis de répondre évidemment à des réclamations et le mieux possible.
Peut-être que, et on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui en fait du contenu de la solution informatique qui a été choisie, hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la relation, c'est vrai évidemment dans le domaine professionnel comme dans le domaine privé, elle se passe par téléphone. J'aurais encore pu écrire par courrier, puisque les plus anciens d'entre nous savent qu'il y a quelques années, les consommateurs écrivaient des lettres. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, hein, mais on peut encore parler du courrier qu'il faut être capable de traiter, mais c'est surtout le téléphone, le mail, les sites web, donc les pages de sites web et les réseaux sociaux, voire les nombreux réseaux sociaux, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Et cette relation, elle est pilotée au sein de l'entreprise par des équipes dédiées. Et pourquoi par des équipes dédiées? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un seul service. Ce n'est pas uniquement un service qualité qui répond à des réclamations, hein. Il y a bien sûr les services marketing. Les services marketing ne font pas que de faire de la publicité et de la promotion, ils reçoivent aussi, hein. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont en charge dans différents services d'être en lien avec les consommateurs et clients. Et en fait, la solution qu'on choisit, elle doit répondre à une bonne coordination, une bonne cohérence, non seulement bien sûr de la relation, et aussi des messages qui sont passés. Pour prendre un exemple très, très trivial, il est évident que si à l'instant T, il y a un consommateur qui réclame et qu'au même instant T, on lui envoie parce qu'il est abonné à un système de fidélité, des promotions, etc., il va être mécontent. Et donc, ce qui est important, c'est d'être capable de mettre en place des solutions informatiques qui permettent de coordonner cet ensemble-là, d'être en permanence en cohérence. Bon. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des équipes dédiées qui sont dans les différentes entités. Donc, ces équipes, elles sont évidemment et principalement au sein des équipes qualité marketing. Je dirais après, peu importe l'organisation interne, hein, il est évident aussi qu'il y a des services clients, hein. Elles sont garantes de la communication et de la cohérence de la communication qui est faite aux consommateurs. Et elles n'ont pas qu'un rôle vers l'extérieur, elles ont évidemment un rôle à l'intérieur, hein, comme ambassadrices dans l'entreprise des attentes des consommateurs. Bien sûr du point de vue de la stratégie marketing, mais aussi de la stratégie d'innovation produit, pour être sûr que les innovations répondent aux attentes des consommateurs. Comment est-ce que concrètement ces équipes fonctionnent? Elles fonctionnent donc avec des équipes qui sont dédiées, je parle à la fois au passé et au présent, hein, mais en tout cas dans le passé avec des équipes au sein de chaque entreprise, et des équipes qualité et marketing qui sont expertes dans leur domaine, et avec un prestataire extérieur qui est, en l'occurrence Comdata, hein, qui est un partenaire expert de la relation consommateur, qui est le même, qui est commun pour les trois métiers, et qui permet d'avoir, pourquoi est-ce que j'ai mis le mot d'expert, hein, parce que la notion de centre d'appel, petite parenthèse, a quelquefois une connotation un petit peu péjorative. D'abord, nos centres d'appel sont tous en France. Ça, c'est un point qui est important. Il y a une notion d'expertise à la fois sur des aspects très techniques d'outils, hein, d'être capable de répondre à des dizaines de milliers d'appels ou de contacts par an. Ça demande un petit peu de technique. Il y a d'abord cet aspect-là, et puis après, dans la capacité à répondre et à faire face à différentes situations. Et donc, les services internes et qui sont chez nous coordonnent la communication, et par des liens très étroits avec des réunions plus que mensuelles sur soit différents indicateurs, soit de la formation par rapport au contenu de la communication, qui est faite et entretenue avec ce centre externe qui représente pour Danone en France à peu près une quinzaine de personnes. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui avait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui a motivé finalement le changement de système d'information pour l'ensemble de ces équipes du service consommateur. Alors, ce qui a motivé, c'est d'une part, nous avions un outil qui était existant. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est de se dire pourquoi effectivement changer d'outil. On avait un outil qui ne nous permettait pas, en tout cas, de s'occuper de nos consommateurs, ou en tout cas d'être présent et de manière simultanée sur les différents canaux, hein, et de répondre aux différentes attentes.
de manière satisfaisante et de manière simple, hein. Donc, on peut régler un certain nombre de problématiques de cette manière par de la gouvernance interne. À un moment donné, au rythme où les choses vont, il est important d'être capable d'être présent et donc de s'occuper effectivement des consommateurs et de faire en sorte, ce qui est notre vocation, que la relation au consommateur soit quelque chose de complètement cohérent et entier. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, effectivement, c'est nos concurrents qui le font. La concurrence ne se fait pas que sur les produits, je ne l'apprendrai à personne, elle se fait aussi bien sûr sur les services et elle se fait aujourd'hui encore plus peut-être que par les services, par la qualité de la relation qu'on peut avoir et entretenir avec nos consommateurs et clients. La deuxième chose, c'est que il y a une problématique un petit peu de dimensionnement. C'est-à-dire que, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a bien sûr la notion de téléphone, hein, et pour l'anecdote, je parlais de lettres. On pouvait se parler de quelques centaines de lettres. Quand on est passé au numéro de au téléphone, on s'est posé la question à l'époque et on s'est dit « Ouh là là, ça va faire beaucoup ». Et effectivement, on a plus à la fois de réclamations, mais aussi plus de feedback positif, plus de demandes, plus de questionnements, etc. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la facilité d'accès des réseaux sociaux, et notamment sur les téléphones mobiles, ça fait qu'on a aussi un nombre très important, hein, et donc c'est important à ce moment-là d'aller de pas uniquement écouter les consommateurs, mais en fait d'orienter vers la préférence des consommateurs et en fait de faire en sorte que on soit effectivement préféré et notamment par la relation qu'on est capable d'établir avec eux. Tout en maintenant une qualité de relation. Et c'est le troisième point. Et ce qui est important, c'est effectivement de la rapidité, c'est-à-dire que nous soyons capables effectivement de traiter dans un monde de l'instantanéité, de traiter les relations qu'on a et les questions qu'on a de la part de nos consommateurs de manière rapide, mais c'est surtout qu'en parallèle de ce nombre, la difficulté, ou en tout cas l'enjeu, c'est d'être capable d'apporter des réponses personnalisées et non pas des réponses banales, et pas uniquement des lettres standards ou des mails standards, mais en plus, en même temps, d'être capable de s'adapter à chaque situation. Et c'est ainsi que, pour nos téléconseillers, qui ne sont pas uniquement des contacts, hein, mais qui sont vraiment des relais dans la relation qu'on a avec le consommateur, ce qui est important, c'est effectivement de gagner en expérience consommateur, l'objectif étant effectivement derrière la satisfaction du consommateur. Sans rentrer dans le détail de nos modes de fonctionnement, ce sont évidemment des données que nous suivons, et notamment avec des outils type NPS, etc., parce que c'est important de savoir comment est-ce que nous sommes perçus, puisqu'aujourd'hui, c'est une attente forte des consommateurs. Excusez-moi, Gilles, vous mentionnez l'outil NPS, est-ce que vous pouvez développer ce que c'est? C'est un moyen, enfin c'est utilisé dans un certain nombre de domaines, c'est le Net Preference Score, et en fait c'est un moyen de mesurer la qualité de la relation a posteriori, et notamment de se comparer sur des échelles, comme c'est très utilisé par un certain nombre d'entreprises et sur plein de secteurs, et donc de se comparer par rapport à un certain nombre d'échelles, en fait, pour mesurer en fait la qualité de la relation et de savoir si notamment on conseillerait, ou en tout cas le consommateur conseillerait la marque à d'autres personnes. Merci. Alors, je pense que à ce stade, c'est important de préciser que tout ça, c'est les enjeux de la relation consommateur pour le groupe Danone et que ça a amené à choisir l'outil Salesforce pour l'ensemble des BU du groupe et que du coup, le projet pour lequel on a eu le plaisir de travailler ensemble, c'était le déploiement de Salesforce au sein des 3 BU France. Et tu as raison de préciser, en fait, c'est un outil qui est commun pour le groupe. Et quand on dit pour le groupe, c'est donc évidemment dans les plus de 100 pays dans lesquels nous sommes présents. Et de dire que c'est l'outil qui est commun pour les 3 business units en France, je reviens un tout petit peu en arrière sur l'organisation du groupe. Ça veut dire aussi sur les sites industriels, puisque il y a un certain nombre de questions dont les réponses sont traitées par les sites industriels, et donc cet outil-là, il est commun absolument à toutes les entités. Donc le périmètre du projet, c'est effectivement d'être capable d'avoir cette implémentation à la fois
dans ces services dont je viens de parler, services qualité, services marketing, c'est aussi de l'avoir à notre centre d'appel, évidemment, puisque c'est le point d'entrée de la relation, et dans les différentes entités du pays qui sont concernées, donc là en l'occurrence nos sites industriels, et en coordination, puisque ça s'inscrit dans un projet global au niveau du groupe, avec un déploiement qui se fait pays par pays. La France, sur ce projet-là, n'est pas le premier pays dans lequel ça a été implanté. Par contre, c'est un des pays dans lesquels c'est le plus complexe, puisque nous sommes une des grosses business units du groupe dans le monde. Donc, je tiens juste peut-être à préciser, parce que Salesforce est très connu par ailleurs, notamment dans des équipes commerciales. Hein, c'est donc en fait un autre module de Salesforce qui permet effectivement de traiter la relation consommateur, hein, qui n'est pas le même outil que l'outil qui peut être suivi, l'outil CRM, hein, pour le suivi des commerciaux. Néanmoins, donc, c'est la société Salesforce qui propose cette solution. Donc, si on rentre maintenant un petit peu dans le projet, hein, donc comment est-ce que ça s'est passé? On a bien sûr défini un périmètre, hein, et là c'est au sein de chaque CBU, hein, de définir ce périmètre. Pourquoi est-ce que c'est au sein de chaque CBU? Parce que même si l'outil est commun, les modes de relation sont évidemment différents d'un pays à l'autre. Donc, il y a un travail de périmètre à définir, et dans ce qu'on a appelé un pré-cadrage, c'est-à-dire qu'avant d'initier le projet, il y a eu un certain nombre d'échanges avec une entité donc de business owner au niveau du groupe et des équipes informatiques pour définir complètement ce périmètre et prendre connaissance du corps modèle. C'est extrêmement important qu'il y ait dès le début cette phase de formation et d'appropriation par les équipes qui après vont utiliser et vont continuer à monitorer le système, d'avoir la connaissance par rapport aux fonctionnalités soit dont elles ont l'habitude, soit qu'elles souhaitent mettre en place, et ce qui permet d'exprimer les besoins par les métiers, hein, pour mesurer quels sont ce qu'on appelle gap analysis, hein, pour mesurer les écarts. Et donc, ce travail-là, il ne se fait pas tout seul, il se fait en étroite collaboration entre, on aura l'occasion de le préciser peut-être, mais dans l'organisation du projet, entre en fait les trois entités principales, hein, qui sont les entités d'AIS-IT, l'entité centrale, qui est donc le business owner, hein, donc qui va être garante du maintien de la solution et de la cohérence avec le corps modèle, et puis avec les utilisateurs, hein, donc les équipes métiers. Hein. Donc, quand on a, dans cette phase de pré-cadrage, quand on a effectivement défini le périmètre, qu'on s'est assuré qu'effectivement la solution qu'on pourrait mettre en place répondrait aux besoins des métiers, on est allé regarder ce qui se passait un petit peu dans les deux autres pays, enfin il y a deux autres pays européens où l'application était en train de se mettre en place, hein, de manière un petit peu différente, mais avec le même corps modèle. Et à ce moment-là, ça nous a permis effectivement de valider un cadrage, un projet, et donc d'établir un business case. Alors, quel est l'intérêt d'établir un business case? Dans notre cas, c'est que ça permet de définir effectivement un certain nombre d'objectifs du projet, de résultats à atteindre, dans un périmètre donné, dans un budget donné. Et quand je parle de budget, ce n'est pas uniquement de l'argent, mais c'est aussi des ressources dédiées, hein, donc des ressources, soit des équipes AIS qui travaillent pour le monde entier, soit des équipes métiers dans chacune des CBU. Hein. Et donc, au niveau de chaque comité de direction de chaque entreprise, en fait, dans les plans AIS qui sont suivis, ce projet soit intégré et que l'organisation soit mise en place. Donc, cette phase de pré-cadrage et de cadrage est extrêmement importante. On va le voir par la suite. C'est en tout cas une des conditions sine qua non pour qu'un projet réussisse. Et à certains moments, et pour être très transparent, et surtout quand on est plusieurs entités à travailler ensemble, on peut discuter un petit peu des délais, etc. Certains peuvent être un peu plus pressés que d'autres pour un certain nombre de raisons budgétaires, disponibilité de ressources, etc. Mais en tout cas, c'est une étape sur laquelle il ne faut pas
essayer de sauter les marches, parce que sinon, on le paye par la suite dans le déroulement du projet, hein. Donc, ce qui a permis de… Excuse-moi Gilles, est-ce que tu peux nous dire combien de temps vous avez mis pour faire cette phase de pré-cadrage à peu près? Parce que tu as une… parce qu'on a, pour donner un ordre d'idée, on a fait un projet d'1 an à peu près, et sur la phase de pré-cadrage, ça a duré quoi, 3-4 mois à peu près? Un petit peu plus. On s'est vraiment posé la question fin 2020. On a vraiment commencé à travailler dessus en novembre 2020. Et on a fait le kick-off en mai. Et on a fait le kick-off en mai. On avait voulu le faire un petit peu avant, mais finalement, il y a eu un peu d'ajustement parce que cette phase, effectivement, on n'a pas voulu sauter les étapes. On a fait le kick-off en mai. Et là, on a fait le close du projet, bon, comme je l'ai dit, le 31 mars, mais fin février, parce qu'on s'est donné une petite période de latence. Donc, et là encore, sur un projet dont le corps modèle était connu et établi. Donc, je ne suis pas à la place d'Optime, mais peut-être que pour un projet ou pour une solution qui viendrait complètement de l'extérieur, qu'on aurait à découvrir, etc. Alors, je le dis en plaisantant, je ne suis pas à la place d'Optime, mais en tout cas, par mon expérience antérieure, parce que j'ai eu l'occasion de travailler notamment sur des livres, sur des logiciels de traçabilité, etc. Donc, quand on a une solution qui vient complètement de l'extérieur et qu'on a complètement à découvrir et à s'approprier le corps modèle, là, le travail était quand même un petit peu fait par une équipe centrale, une équipe corporate. Ça peut-être, cette phase de pré-cadrage peut peut-être prendre un petit peu plus de temps. Donc, je réincite vraiment là-dessus. Donc, ce que ça permet dans cette phase-là, puisque comme je l'ai dit en introduction, au point de départ, en tout cas, même si maintenant il n'y en a plus qu'une, mais au point de départ, il y a 3 business units. Ça permet effectivement d'harmoniser les processus. On a des modes de fonctionnement qui sont un petit peu différents. De travailler bien sûr sur l'efficience d'utilisation pour les utilisateurs internes et les équipes de Comdata. Et dans l'objectif du projet, c'est effectivement de tenir un planning et un budget, comme dans tout projet. Néanmoins, ça mérite de le rappeler, puisque c'est toujours un enjeu important, à la fois de ressources, mais aussi de délivrables pour l'ensemble de l'entreprise, puisque c'est un type de projet sur lequel on ne peut pas se permettre d'être entre guillemets en rupture. On peut imaginer être en rupture de relations consommateurs pendant une période donnée. Donc c'est aussi important d'être sûr qu'au moment où on appuie sur le bouton, ça se passe bien. Tout à fait. Très bien. Donc, comme tu l'as expliqué, vous avez fait cette phase de pré-cadrage pendant 4-5 mois, et puis on a commencé à travailler ensemble à partir du mois de mai, puisque vous avez fait appel à Optime à peu près dans cette période-là. Et du coup, ce serait intéressant que tu puisses nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à un accompagnement externe. Donc, effectivement, si on revient à là où nous en étions à cette période-là, on était content, on avait un business case. On avait des équipes qui étaient donc prêtes. On était tous d'accord, on avait l'accord effectivement de différentes entités pour mettre en place ce projet. Mais il nous manquait quelque chose. Alors, il nous manquait quoi? Je viens de l'exprimer, c'est important d'arriver dans les temps. C'était d'autant plus important d'être sûr qu'on allait arriver dans les temps. C'est que compte tenu de la réorganisation qui était en cours, les organisations étant en train de changer, on peut imaginer que les équipes ont aussi, pendant cette période-là, soit des changements d'affectation, soit des charges complémentaires. Et donc, puisque le projet de réorganisation se met en place au début de l'année 2022, il était donc important d'être sûr que, comme on l'a défini dès le début, on soit capable d'arriver début 2022 pour le kick-off de ce projet. Ça, c'était effectivement le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est un besoin très, très pratique, un besoin de ressources. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres projets dans lesquels on a eu un pilotage de projet interne, Mélanie l'a évoqué, sur certains projets type SAP, on a pu faire appel effectivement et avec des équipes qui étaient dédiées, des personnes, sur des logiciels de traçabilité, des choses comme ça. Il est arrivé effectivement que parfois on ait ce qu'on appelle des PMO,
interne. Je reviendrai éventuellement dessus s'il y a des questions. Mais là, effectivement, il y a un besoin de ressources, il n'y avait pas d'équipe, et notamment dans les équipes métiers, pas de disponibilité suffisante. Une troisième raison, qui peut être une des spécificités de ce projet-là, c'est qu'il y avait en fait 3 chefs de projet métiers. Les chefs de projet métiers, ce sont des personnes des équipes, là en l'occurrence des équipes qualité, qui font donc partie des services relations consommateurs, qui ont toutes les compétences, bien sûr, pour leur métier, qui n'ont pas forcément toutes les compétences, ou en tout cas toute l'expérience de PMO, c'est-à-dire de coordonner aussi dans d'autres business units, puisque, en tout cas au moment du projet, c'est un travail transversal qu'il y a à faire, de coordonner une équipe globale, puisque le process owner et le business owner est quelqu'un d'une équipe globale, et de coordonner des équipes AIS internationales, dont on peut penser que c'est aussi une compétence, ou en tout cas une expérience à avoir au-delà de la capacité à être projet métier, ce que sont effectivement les 3 personnes chefs de projet métier qu'il fallait donc coordonner. Donc assurer le lien avec les équipes AIS et global. Donc à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait coordonner et réussir ce projet. Et c'est à ce moment-là, donc, nous avons fait appel à Optime, à qui nous avons adressé notre business case. Très bien. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, donc je propose d'initier un petit peu le mouvement. Par rapport à ce que vous venez d'expliquer sur le besoin d'un accompagnement externe en tant que PMO et le choix d'Optime, Gilles, est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos critères de choix pour trouver votre accompagnement externe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes adressé à Optime plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Alors, c'est une bonne question. Peut-être que la première réponse, c'est de dire, en fait, on savait à peu près ce qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait défini, en tout cas, on avait une ébauche, bien sûr. Après, dans le choix, il y a une discussion qui se fait. Il y avait une ébauche de cahier des charges de ce qu'on appelle un PMO et ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que c'était important que le rôle soit défini et que d'emblée, en tout cas, on se dise, il n'y a pas d'erreur possible sur l'attendu de la prestation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, c'est principalement par le réseau. On a l'habitude de travailler sur un certain nombre de projets de tailles diverses, avec des équipes diverses. Et après, c'est effectivement une relation par le réseau. En tout cas, c'est comme ça qu'on connaissait Optime. Très bien, merci. Et un autre point, vous avez mentionné dès le départ, vous aviez cette volonté de terminer le projet fin janvier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles étaient les raisons sur cette date butoir de fin janvier? Alors, il y avait une raison très pratique, puisque le projet de réorganisation interne de Danone se met en place à partir de janvier 2022. Alors, je dis se met en place, un projet d'une telle ampleur, il se met en place juste au jour J, c'est le grand soir. Néanmoins, il se met en place en janvier, et notamment pour les équipes qualité, progressivement dans le premier trimestre. Il était donc important, avant que les équipes rentrent dans des phases de formation, de prise de connaissance de nouvelles fonctions, etc., il était important que le projet soit terminé pour ne pas avoir tout à faire en même temps. Donc ça, c'était effectivement une raison importante. Après, il y a aussi des raisons des équipes informatiques, puisque dans ces cas-là, il faut effectivement que les équipes informatiques soient dédiées au projet, et puis aussi des raisons budgétaires, puisque à partir du moment où on avait prévu, et quand on a présenté le projet, une certaine enveloppe, il est important qu'il y ait une certaine durée, parce que si le projet s'étale trop par rapport à ce qu'on est capable de faire ou à ce qui est recommandé de faire, ça dérape forcément sur les budgets. Donc après, il y a aussi un enjeu qui est important d'être capable de tenir un budget qui vit avec le temps. Et je me permets d'ajouter, Gilles, j'ai l'impression qu'il y avait aussi un enchaînement avec d'autres projets potentiellement.
Oui, et Voilà. lié Sur notamment. d'autres BU potentiellement. Voilà. Oui, et lié notamment à la réorganisation Et avec d'autres. puisque dans nos métiers, nos métiers opérationnels, les organisations sont aussi quelquefois liées aux outils, ou en tout cas les outils permettent quelquefois de faire évoluer les organisations, et donc dans la période actuelle, et notamment d'harmonisation des processus, c'est important de le faire ainsi. Merci. Très bien. Du coup, je vous propose qu'on continue. On fait un petit rappel. Ouais. Donc effectivement, pas de questions dans le chat. Ouais. Vous pouvez, dans le chat de Teams, poser vos questions par écrit au fil de la réunion et on reviendra dessus de temps en temps. J'ai Madame Kugen de Sterimed qui nous dit: avez-vous Salesforce en CRM ou le CRM est celui de SAP? Avez-vous eu besoin d'interfacer cette application relation consommateur avec d'autres? Non, pour l'instant, nous n'avons pas interfacé cette application relation consommateur avec d'autres, et on utilise effectivement CRM sur une partie de la relation pour les commerciaux. Merci. Mais c'est une excellente question parce que dans le choix de l'outil, donc là je pourrais laisser parler plus nos équipes AIS, mais effectivement dans le choix de l'outil, il y a une notion d'architecture globale et d'envisager éventuellement des interfaces avec d'autres applications. Une petite partie avec les applications, avec les agences. Il y a une petite partie d'interface avec les agences, notamment sur toute la partie interface avec des applications type Bladepop, etc. C'était la seule. Mais c'est pas des grosses interfaces type ERP. C'était pas le cas. Ok. On va parler du projet en tant que tel, de façon un peu plus détaillée. Donc là, en ce qui concerne le projet, donc une magnifique slide de présentation de projet. Ce qui est important, si on prend ce qu'il y a au centre c'est une équipe projet. Donc je pense qu'effectivement, c'est un petit peu de la palissade, mais c'est important quand on met en œuvre un projet de définir en tout cas une équipe dédiée. Donc ce qu'on peut voir dans cette équipe dédiée, c'est qu'il y a effectivement les 3 chefs de projet par métier, puisque là, donc, dans chacune des business units, il était important donc qu'il y ait une personne qui soit dédiée, donc avec à la fois les compétences et l'expertise, mais aussi le temps. Et ça veut dire que ça, on l'a fait effectivement dès le moment de pré-cadrage. Une personne de l'IT donc, qui est dédiée sur le projet. Et puis une personne de l'équipe globale, donc comme business owner, et qui définit la relation aussi avec le prestataire externe. Et l'équipe projet est donc coordonnée par le PMO Optime. Donc c'est cette équipe, on peut dire, qui a réussi le projet. Si on commence par ça. Après, cette équipe, elle ne travaille pas toute seule. Cette équipe, elle a pour rôle de coordonner et de préparer le travail avec le prestataire externe, donc en l'occurrence comme Data, où je dis il y a à peu près une quinzaine de personnes, ce qui veut dire aussi les informer très en amont, prévoir de la formation et prévoir effectivement un lien étroit pendant toute la durée du projet pour que le prestataire externe ne découvre pas le projet, la solution au moment où elle se met en place, d'autant que c'est son outil quotidien. Donc c'est important aussi que ce ne soit pas à sens unique, c'est-à-dire que aussi d'être capable de capter les attentes de ce prestataire externe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est plus un partenaire que uniquement un prestataire. On travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires. Eh bien, il y a aussi le lien avec les autres équipes internes, soit des services relations consommateurs qualité, soit équipe marketing, ce qui fait à peu près donc une trentaine de personnes, d'utilisateurs en tout cas potentiels, et puis les usines
Comme je l'ai dit, on a 13 sites industriels. Et donc, le projet s'est mis en place en parallèle dans certaines usines, pas dans d'autres. Donc, il a fallu travailler pour que l'ancienne solution et la nouvelle solution Salesforce soient compatibles, puisque on travaille aussi de toute façon avec les usines étrangères. Donc, le projet ne s'est pas mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un seul moment partout dans le groupe. Donc, c'est aussi un des éléments qu'il a fallu travailler, c'est-à-dire en fait assurer la continuité du business, tout en ayant deux solutions qui coexistent. Là, en l'occurrence, sur la France, les principales usines sont passées en même temps que les sièges. Et puis, dans la gestion du projet, le troisième élément, puisqu'à certains moments, il y a un certain nombre d'arbitrages à effectuer, c'est un comité de pilotage. Le comité de pilotage a été constitué des directeurs qualité des 3 business units, d'une personne du marketing, d'une personne de l'IT, d'une personne de l'équipe globale, et avec pour mission, je l'ai dit, d'arbitrage, mais de suivi de projet et de décision notamment d'allocation de ressources, voire aussi de choix par rapport à des solutions, parce qu'à un moment donné, il y a des arbitrages à faire ensemble, et donc il est important pour ne pas laisser l'équipe projet, quand il y a des difficultés, seule face à ces difficultés, et ou aller au-delà de ses prérogatives, puisqu'à un moment donné, si on veut assurer la réussite du projet, c'est important que le comité de pilotage s'engage complètement aussi en termes de management par rapport à cette équipe. Sans rentrer peut-être dans le détail du planning, ça vous donne l'ordre de grandeur en termes de durée de la manière dont on a fonctionné. Donc, comme Mélanie l'a dit, on a donc fait un kick-off en mai, et pour finir le projet, donc fin février 2022. Ce qu'on peut effectivement voir sur le planning, c'est qu'il y a un travail donc de mise en œuvre pendant à peu près 1 mois et demi, avant de rentrer avec la méthode agile, donc qu'on a fait en trois sprints. Donc même si c'est en fait du semi-agile, puisqu'on n'a pas fait de mise en production à la fin de chacune des étapes, mais en tout cas on a fait les étapes de design et de test en trois parties, pour ne faire effectivement la mise en production que en janvier de cette année. Et à ne pas oublier, même si c'est écrit en petit et tout en bas, toute la période de communication et de change management, parce que quand on voit à la fois le nombre de personnes concernées et ce que ça change aussi pour les autres fonctions avec lesquelles ces équipes travaillent, en fait, c'est très, très important tout au long du projet d'assurer une bonne communication sur le fait où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire avec ce projet, où est-ce qu'on en est aussi du point de vue budgétaire et du point de vue temps, du point de vue ressources, puisque les ressources qui sont dédiées à ce projet, elles ne peuvent pas forcément être disponibles pour d'autres projets, donc tout le besoin de coordination au sein d'un centre de l'entreprise, et puis de préparer le change management, et notamment les outils de formation, parce que c'est aussi ça qui doit être prêt quand on appuie sur le bouton. Tout à fait. Alors, le suspense est terrible. Quels ont été les résultats du projet? Alors, le projet qui s'appelle ECHO a été évalué à la fin par le comité de pilotage. C'est peut-être la meilleure manière d'évaluer le projet et la manière dont ça s'est déroulé, et avec une note qui est extrêmement satisfaisante, qui est de 4,8 sur 5. Donc, à peut-être préciser, dans le comité de pilotage, il y a à la fois, bien sûr, les personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a aussi l'ensemble de l'équipe projet. Donc, c'est une évaluation qui est globale, donc qui n'a oublié personne, et en plus il y a eu un bon taux de participation, puisque je crois que tout le monde, pratiquement, sauf peut-être une personne, ont répondu. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il faut aussi savoir célébrer ce qui fonctionne bien.
L'évaluation, elle reposait sur quoi? Bon, elle reposait sur 3 critères principaux: l'ensemble des délivrables, est-ce que l'ensemble des livrables sont atteints ou pas, le budget et le timing. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, les délivrables du projet, et c'était ce qui avait été défini en pré-cadrage, on reviendra peut-être dessus après, mais c'est important tout au long du projet de suivre ce qu'on s'est dit au début. C'est sûr que dans ce type de projet, il y a des moments un petit peu de tension, où on voudrait que le projet fasse plus, ou d'autres voudraient que le projet fasse moins, etc. Mais c'est important, une fois que le pré-cadrage est fait, sans être rigide, mais qu'à chaque fois, et c'est notamment à ça que sert le comité de pilotage, les décisions soient prises en notre âme et conscience pour dire ce qu'on a défini, c'est ça, et si on change quelque chose, en tout cas l'acter tous et en même temps pour ne pas avoir de surprise à la fin. Donc dans le périmètre, effectivement le respect du corps modèle du groupe, donc ça c'est important. On a toujours envie de mettre des fonctionnalités en plus, néanmoins les évolutions de version, etc. font que si on fait trop de spécifiques, c'est compliqué, je l'apprends à personne, mais donc là, en l'occurrence, on est bien resté dans le corps modèle du groupe, même s'il y a effectivement quelques fonctionnalités, c'est-à-dire qu'en fait, la solution, globalement, est améliorée par rapport à ce qui se déploiera dans d'autres pays. C'est un peu le jeu dans un groupe d'un déploiement CBU après CBU. Dans le périmètre qui était défini en pré-cadrage, il y avait effectivement une data migration entre l'ancienne solution et celle qui se met en place. Une compatibilité avec la réglementation RGPD, puisqu'en fait on se parle de relations avec des consommateurs, donc vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de règles à mettre en place et que donc on ne l'a pas précisé, mais notamment dans la phase de pré-cadrage et de cadrage, il y a un certain nombre d'échanges avec nos collègues des affaires juridiques pour s'assurer que la solution qu'on met en place sera respectueuse de la loi sur ces aspects. Une solution pour les réseaux sociaux la plus pertinente, et donc là, effectivement, dans le pré-cadrage, on n'avait pas encore fait le choix, et le choix sera fait par le marketing, puisque ce sera une étape ultérieure. Et puis, comme je l'ai évoqué dans la nature de la solution, être capable de traiter en omnicanal, donc en chat, en webform, en réseaux sociaux. Donc, premier critère d'évaluation, le périmètre défini, en maximisant l'harmonisation des processus, donc effectivement, et ça accompagne complètement la mise en place de l'organisation Danone, donc avec effectivement un processus qui est commun entre les BU, même s'il reste quelques spécificités métiers, puisque la nature des clients et des produits, la nature des questions n'est pas tout à fait la même, évidemment, suivant nos gammes de produits. Alors peut-être qu'en ce qui concerne le planning, et c'est important de le préciser par rapport à ce qu'on peut se dire à propos du comité de pilotage, le planning initial était fixé à fin janvier, pardon. Et pourquoi fin janvier? Pour répondre à la question d'Emmanuel tout à l'heure, c'était en fait, il y avait un enjeu qui était important. Il y a aussi le fait qu'en France, il y a des vacances en février, qu'on est dans 3 zones différentes et que donc c'est aussi plus facile de ne pas avoir un projet ou un kick-off de projet à un moment donné où il peut y avoir des équipes, où il peut y avoir des personnes absentes. Et donc, en tout cas, c'était l'objectif initial qui était de janvier. Et à un moment donné, on a décidé de décaler d'1 mois, malgré tout. Et pourquoi décaler d'1 mois? Parce qu'en fait, on avait un problème d'allocation de ressources. Soit on tenait fin janvier, coûte que coûte, mais au détriment du travail sur d'autres projets, ou du travail notamment aussi sur la période de travail going, et en répartissant les charges différemment. Et donc, on a pris la décision, on l'a acté avec l'équipe projet et en comité de pilotage, et c'est à ça que sert un comité de pilotage, de décaler d'1 mois et sans aucun préjudice sur le projet ou sur quoi que ce soit, parce que la décision, elle était vraiment actée. Et donc ça, c'est important. Et ça veut dire qu'à partir du moment où la décision, elle est actée et où, effectivement, ça ne pose de difficultés ou de contraintes supplémentaires à aucune des équipes, et y compris les équipes centrales, AIS, donc il y avait la disponibilité, équipe centrale, de project owner,
on peut dire que l'objectif est atteint. Et si j'évoquais la notion de fin mars, c'est parce qu'en fait, on avait défini juste après le go live fin février et la fin mars, une période qu'on a appelée d'hypercare, qui était de suivi de la mise en place du projet après le kick-off fin février, ce qui a permis effectivement de clore complètement le projet fin mars. Et puis, last but not the least, dans le budget défini, donc ça c'est un point qui est quand même important, puisque hors data migration, où on a en fait 2 options qui sont en cours, si on prend avec l'option la plus minimaliste, en fait on est dans le budget, je dirais, on est même en dessous du budget, de quelques dizaines de KE, donc c'est pas complètement négligeable sur un projet de cette ampleur. Et si on prend la solution la plus maximaliste sur la data migration, on dépasse un petit peu le budget, mais dans les 2 cas, ça fait en tout cas un écart de quelques pourcents, de moins de 5% par rapport au budget initial. Et donc, ce qui est important, c'est que ce sujet de data migration dont on avait dès le début défini qu'on le mettrait en place qu'une fois la solution, donc on est complète, et donc on évaluerait le coût global entre la solution minimaliste et la solution maximaliste que à la fin du projet en fonction des besoins. Ça veut dire qu'on est complètement dans le budget défini, voire même en mieux, ce qui est effectivement important, notamment dans les périodes aussi de réorganisation où on imagine qu'il y a plusieurs projets en simultané et que donc chacun a l'ardente obligation de tenir ses engagements. Donc, les résultats du projet extrêmement satisfaisants sur les 3 modalités, 3 objectifs qu'on s'était fixés. Nous avons une nouvelle question dans le chat. Benjamin Souni nous demande « Quels sont les critères de réussite pour un bon pré-cadrage ? Malheureusement, on découvre souvent des points en phase de conception qui remettent en cause le périmètre planning-budget décidé avant le kick-off. » Qu'est-ce que vous nous en dites? Est-ce qu'on passe à la… Facteur clé de succès et puis on passe au répond facteur clé de succès. Allez, et on répond après. On répond après. Allez, d'accord, très bien. Je pense qu'on répondra en partie à ça. Parce que voilà, si on a quelques exemples. Et Benjamin, voilà, si on ne répond pas complètement à la question, à ce moment-là, n'hésite pas à revenir. On a potentiellement quelques exemples sur le projet. Très bien. Alors, du coup, les facteurs clés de succès sur ce projet qui ont fait que finalement, on arrive, malgré quelques écueils, parce que tout ne s'est pas déroulé comme dans tous les projets, comme on l'imaginait. On avait une feuille de route au départ, on s'était fixé des objectifs, il y avait un scope, il y avait un planning. On a vu que le planning n'était pas, on n'a pas démarré le jour J. Et donc, qu'est-ce qui fait que finalement, on a mené le projet jusqu'au bout et avec succès, puisqu'on a vu le résultat? Le premier facteur de succès, facteur clé, c'est effectivement une préparation bien menée. Et c'est probablement, je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Pourquoi est-ce que c'est le plus difficile? Parce qu'on est dans des mondes opérationnels, on est dans des mondes qui vont vite, et souvent ce sont des étapes qui sont un petit peu négligées, ou en tout cas qu'on n'approfondit pas suffisamment. Et qu'est-ce qui fait que la préparation est bien menée? C'est que le périmètre vraiment est clair et est partagé. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une équipe dans un coin, c'est-à-dire que dès le début, il y a un travail entre les différentes équipes. Ce qui sous-entend que les équipes soient embarquées tôt. Ce projet, donc là on avait probablement une chance, effectivement, quand on est dans un groupe, les équipes, on avait entendu parler depuis quelque temps. Bon, mais à un moment donné, c'est pas pareil d'en entendre parler et de travailler dessus. En tout cas, on peut dire que l'équipe, et notamment les équipes concernées, étaient embarquées très tôt. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est peut-être plus un aspect humain, un aspect de management, mais les rôles et les responsabilités sont clarifiés, acceptés,
Et pour que le projet se déroule bien, il faut effectivement que ce soit rappelé ou recadré tout au long du projet. Ça peut paraître, bon, a posteriori, c'est qu'une petite page d'histoire, hein, entre mai et même fin mars, hein, donc c'est 10 mois. On peut se dire que 10 mois, c'est court. Quand on est au début du projet, finalement, dans 10 mois, ce qui va se passer dans 10 mois, ça peut sembler un petit peu long, et donc c'est important, d'avoir ce rappel au cadrage tout au long du projet. Hein. Et peut-être que pour compléter ces éléments de préparation, ce que nous a apporté Optime, puisque vous l'avez compris, on a sollicité Optime à la fin du pré-cadrage, donc en fait avant le kick-off, hein, entre le business case et le kick-off. Ce qui est important, c'est que Optime a challengé un petit peu ce business case, challengé bien sûr positivement, hein, pour le rendre absolument accessible, simplifier les enjeux, et Optime nous a aidé aussi à organiser ce kick-off, à le formaliser, pour faire en sorte que c'est vraiment le point de départ, et le kick-off, ça ne concerne pas uniquement l'équipe projet, ça concerne en fait toutes les personnes qui vont être impliquées par le projet et sur qui le projet va avoir un impact, pour qu'effectivement il n'y ait pas de choses qui arrivent après. Hein. Donc ça, c'est effectivement le premier point, et ce qu'on se dit à ce moment-là, effectivement, un des rôles d'Optime et du PMO, c'est de le rappeler à chaque phase du projet, voire à chaque réunion du comité de pilotage. Et puis, pour revenir sur le comité de pilotage, c'est aussi poser la gouvernance et que les mandats soient clairs. Et ce que nous apporte Optime, et peut-être c'est un des intérêts d'avoir un partenaire extérieur, c'est effectivement de nous rappeler au sein du comité de pilotage quels sont les rôles respectifs. Et ce qui fait aussi que le PMO ne porte que ce qu'il a apporté, mais aussi porte tout ce qu'il a apporté, donc avec un niveau d'exigence mutuelle satisfaisant. Alors, en tout cas, c'est pour nous un facteur clé de succès. Donc, s'il y a des points qui manquent en phase de conception, il y a peut-être aussi, mais là je laisserai peut-être plus Optime répondre aussi, sur la phase de conception, c'est en tout cas de bien définir ce qu'apporte la solution, ce que n'apporte pas la solution. Donc, par rapport à cette question qui est posée. Et puis la deuxième chose, c'est aussi sur la méthodologie. Là, j'ai parlé, je ne suis pas du tout un expert de l'AIS, hein, loin de là. Mais c'est aussi, quand on parle de méthodologie semi-agile, qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une méthodologie agile? Enfin, dans quel type de méthodologie? Ça peut aussi, je pense, contribuer dans la définition de départ à la manière dont le pré-cadrage répond et permet que le projet se déroule bien. Et du coup, je vais compléter, Gilles, si tu me permets, pour essayer de répondre à la question de Benjamin. Forcément, on fait du mieux qu'on peut, et comme l'a dit Gilles, hein, la préparation a été relativement bien menée, mais on a quand même eu quelques surprises, hein, parce que par rapport au périmètre de départ, il y a eu des choses qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été enlevées, hein, notamment en termes de timing. Voilà, sans dévoiler, la question des réseaux sociaux, elle devait être dans le planning, dans le scope de démarrage, ça n'a pas été le cas, ça a été décalé. Ce qui est important, vraiment, c'est la notion de gouvernance, c'est-à-dire d'être bien clair sur le fait que la décision, elle est éclairée et prise au bon timing par la bonne instance, et du coup, c'est l'importance du rôle de l'équipe projet qui va documenter, éclairer la décision et la faire prendre et, entre guillemets, assumée par le comité de pilotage. C'est exactement ça, le rôle de définition et de poser la gouvernance. Parce que dans un projet, il y a toujours des aléas. Ça peut être des aléas liés au scope, mais ça peut être des aléas liés potentiellement au départ de quelqu'un dans l'équipe projet, ça peut être des aléas liés voilà, au timing, à la solution, des aléas, il y en a toujours. Donc, ça peut être lié à un autre projet qui vient en conflit avec ce projet et qui cannibalise des ressources, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc l'important, c'est vraiment d'être bien clair sur la gouvernance, la prise de décision et la capacité
à tous être alignés sur la décision. Alors, j'ai une nouvelle question dans le chat, si vous me permettez, de Marie-Lorraine Cuguen. Pourquoi la data migration à la fin si les tests utilisateurs ont été faits avant? Peut-être une question un peu technique sur le planning. Il y a une partie de la réponse qui est business, qui est que sur la data migration, il y avait d'une part la solution technique qui n'était pas forcément complètement définie, et qu'au début du projet, donc ça c'est effectivement la partie plus technique, et qu'au début du projet, le besoin n'était pas complètement défini. Et donc on est parti dans le projet en sachant que le besoin n'était pas complètement défini. Pour ça que je dis qu'il y a une solution minimaliste et une solution maximaliste. Et sur lesquelles en fait la décision est en train d'être prise. Hein. Et pourquoi, notamment dans un cadre de réorganisation complet, la data migration par métier, les besoins ne sont pas forcément les mêmes que quand en fait les trois métiers travaillent ensemble. Donc en fait c'est pour ça que ça a été fait, et là aussi ça a été un choix. Et à la fois partagé avec l'AIS, parce que mais ça rebondit un peu sur la question de Benjamin. C'est-à-dire que il faut vraiment se dire les choses. Si on se le dit et qu'il n'y a pas de sujets qui sont un peu au milieu du gué pendant le projet, il n'y a pas de surprise. Et donc ça, c'est important par rapport effectivement au point qu'il y a à éclaircir. En tout cas, ça, on savait et on avait pris la décision dès le début. Et sur le pourquoi, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais en fait, il y avait ces deux points-là. Il y avait la solution technique et puis le fait que le besoin n'était pas. Parce qu'en fait, il y a des équipes qui voulaient la solution maximaliste et pour qui c'était absolument indispensable d'avoir la solution maximaliste, hein, et indépendamment des aspects budgétaires, pour d'autres parties de l'équipe sur laquelle, en fait, la solution minimaliste était amplement suffisante, et que donc, il y avait vraiment besoin de retravailler, de formaliser, et puis, toujours pareil, hein, de factualiser le besoin. Deuxième facteur clé de succès, c'est la qualité de l'équipe projet. Bon, bien sûr, sans forfanterie, mais pour nos équipes, hein, mais les équipes sont vraiment experts dans leur domaine, et en termes de métier, c'est important. Et quand je dis experts dans leur domaine, c'est pas uniquement dans leur métier de relations consommateurs, c'est aussi dans dans l'utilisation de la solution précédente. Donc, on avait une solution précédemment qui fonctionnait bien depuis un certain nombre d'années, hein, donc qui n'est pas récente, qui est parfaitement bien entretenue, avec des instructions qui sont à jour, des personnes qui sont formées, des key users, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans la compétence, je ne vais pas dire une compétence informatique, mais en tout cas une compétence d'utilisation et de maintenance d'outils, au-delà bien sûr de la compétence métier, de leur métier propre. Un deuxième facteur de succès en termes de compétences, c'est que l'équipe IT, en l'occurrence le coordinateur, il connaît parfaitement l'application, et donc il ne la découvre pas. Et donc là aussi, c'est peut-être l'intérêt d'avoir une équipe centrale qui déploie dans plusieurs entités à la suite, mais il connaît parfaitement l'application. Et donc, ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de surprise ou pas de mauvaise découverte en cours de projet. Et il y a un point, alors c'est un peu, parce que mon expression, ça peut être un peu galvaudé, un peu tarte à la crème, quoi, mais qui est un point aussi de coordination, et les gens, ils travaillent ensemble, quoi, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, et je réinsiste sur la notion de précadrage. C'est très en amont que les équipes ont appris à travailler ensemble. C'est pas tout d'un coup ils se découvrent, on dit bah tiens super, on va bosser ensemble sur ce projet-là. Et puis après ça peut être variable d'une entreprise à une autre. Je l'ai évoqué tout à l'heure en me présentant, puisque j'ai eu la chance de travailler au sein de projets, ou d'être chef de projet, ou d'être sponsor de projet, mais nous avons une certaine culture de la gestion de projet, c'est pour ça qu'ils réussissent tous, hein, restons modestes, mais en tout cas la culture de gestion de projet, elle est aussi très diffusée dans l'entreprise. Et quand je dis qu'elle est diffusée dans l'entreprise, c'est que ce n'est pas uniquement quelques personnes qui sont chefs de projet, c'est que chacun qui fait partie d'une équipe projet, sait quel est son rôle au sein de cette équipe. Et peut-être que au-delà de ça, ce que nous a apporté Optime,
La première chose, c'est que même si les équipes sont parfaitement prêtes et ont tous les atouts en main pour réussir le projet, il y a un besoin de coordination, hein, c'est évidemment le rôle d'un PMO. Il y a aussi un besoin de neutralité. Et la neutralité, elle n'est pas uniquement entre les 3 BU qui, d'une certaine manière, ont des objectifs qui sont assez communs, mais c'est aussi par rapport au corps modèle, c'est-à-dire à un moment donné, il y a les fonctionnalités, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires, comment est-ce qu'on se challenge, etc. Et donc, et par rapport aussi à l'équipe qui est garante de la continuité du corps modèle, c'est se dire. Donc, ce besoin de neutralité, en fait, il est important, l'impartialité, parce que ça se traduit en fait toujours par des décisions qui sont prises sur des éléments factuels. Hein. Et en conséquence aussi une aide à la priorisation. Hein. Il y a un côté un peu pouce-décision d'Optime, de notre PMO. Et donc, en conséquence de ce côté pouce-décision, ça aide à la priorisation. Et en gestion de projet, souvent, il y a des arbitrages à faire. Et quand les arbitrages sont bien posés et jusqu'au bout des choses, et avec quelqu'un qui est extérieur, qui a un regard neutre, en tout cas, ça décuple la qualité de l'équipe projet pour prendre les bonnes décisions. Troisième élément qu'on peut évoquer, c'est une méthodologie projet efficace. Bon, je l'ai évoqué, il y a effectivement une culture de gestion de projet, mais ça veut dire qu'effectivement, le suivi du planning et puis la méthodologie sprint, la méthodologie agile a bien fonctionné. C'est pas forcément évident pour des équipes business de dire on va lancer quelque chose et en fait on ne sait pas toujours le résultat. Hein, donc je dis un peu en autocritique, en plus quelquefois pour les équipes qualité. Hein, donc c'est pas forcément toujours voilà, pas toujours évident de lâcher prise sur des outils, enfin par rapport à un outil qu'on a en main depuis une dizaine d'années, etc. Hein, mais si la méthodologie est bien rodée, en tout cas, c'est vraiment un facteur clé de succès. Et là, effectivement, ce qu'apporte Optime, peut-être au-delà de la méthodologie, c'est la rigueur dans le suivi, parce que là encore, je l'ai dit, mais sur une dizaine de mois, voire une douzaine de mois, c'est important d'être rigoureux et de coller aux besoins du projet tout le temps, parce qu'il y a des sources de dispersion, surtout dans une entreprise en réorganisation. Et puis, il y a un point peut-être sur lequel on n'insiste jamais suffisamment, qui est le change management. Hein, et le change management, ça s'anticipe. Et quand on est dans un projet, souvent, on a du mal à aller dans ce qu'on devra faire demain ou après-demain. Et donc, là, Optime est vraiment gardien du temple pour être sûr qu'au moment où on met en place, et notamment vis-à-vis du prestataire extérieur ou vis-à-vis des usines, le rôle d'Optime est absolument majeur. Et puis, le quatrième facteur clé de succès, et on n'en identifie que 4 principaux, c'est la gouvernance. Je l'ai évoqué à différentes reprises, hein, on a mis en place un comité de pilotage et on se réunissait tous les mois. Certains trouvent que c'est trop long et trop consommateur de temps. Et je pense qu'on souffre tous d'avoir trop de réunions. En fait, c'était des réunions qui étaient parfaitement préparées, je vais le dire par Optime, hein, donc par notre PMO, avec l'équipe projet bien sûr, mais le leader dans le comité de pilotage, c'était Mélanie. Hein. C'était des réunions qui étaient assez brèves, à part une ou deux sur lesquelles il y a eu des décisions importantes à prendre, notamment sur des fonctionnalités ou des écarts de ressources, hein, notamment quand on a travaillé sur le petit décalage de planning. C'était des réunions qui duraient 1 heure. Hein. Et le fait de le suivre, c'est pas uniquement un comité de pilotage, c'est pas uniquement un comité de pilotage qui décide et qui est autour d'un grand bureau ovale. C'est une réunion d'échange et d'écoute des besoins de l'équipe projet. Et c'est important que l'équipe projet se sente soutenue, comprise, pour que les bonnes décisions soient prises. Hein. Et
Et donc, il y a un vrai engagement, en tout cas, du comité de pilotage pour faire en sorte que le projet réussisse. Et c'est important d'avoir cet engagement, pas uniquement de l'équipe projet, mais en fait de tous ceux aussi qui les supportent, hein. Et qu'est-ce que nous a apporté Optime? Je l'ai dit, hein, donc il y avait déjà la conduite de cette réunion avec une préparation faite avec l'équipe projet, mais qui permettait que la réunion ne dure pas et que les bonnes décisions soient prises. Ça permet de gagner du temps. Et puis peut-être d'éviter, pour rebondir à la question de Benjamin tout à l'heure, d'éviter qu'il y ait des points qui restent un peu, je vais qualifier entre deux eaux, hein, ou en tout cas mal définis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est réunis, qu'on s'est dit on en est là, il n'y a pas de remise en cause. Et donc, jusqu'à la fois suivante, hein, et là encore, peut-être qu'une fois ou deux, on a tenu des réunions ad hoc parce qu'il fallait en avancer une ou en reporter une. Hein, il n'y a rien de rigide là-dedans. Bon, et puis, dans la gouvernance, un intervenant extérieur, ça permet quelquefois de poser plus directement sur la table des sujets qui peuvent être un peu difficiles ou un peu sensibles, et qui font que l'équipe projet est bloquée. Et si l'équipe projet est bloquée, qu'elle a besoin du comité de pilotage, à ce moment-là, le PMO, il a vraiment pour rôle de poser le projet jusqu'à ce que la décision soit prise. Et donc ça, c'est effectivement important pour la suite. Donc voilà, en quelques mots, ce qui nous semble partagé comme facteur clé, hein, je tiens à le préciser, c'est vraiment une évaluation de l'ensemble du comité de pilotage, hein, et de l'équipe projet, et partagé bien sûr avec Mélanie qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. Et en tout cas, c'est une expérience intéressante et que je suis heureux de partager avec vous. Merci beaucoup, Gilles. Merci, c'est très riche et c'est passionnant. Oui. Moi, il y a juste une toute petite question qui me brûle les lèvres. Si vous pouvez nous répondre très succinctement, vous avez parlé de la satisfaction du comité de pilotage. Vous avez parlé des enjeux du projet par rapport au fait d'améliorer la relation client. Est-ce qu'avec les 2 ou 3 mois de recul par rapport à la mise en place de la solution, vous pouvez nous dire un petit quelque chose sur que vous donnent les consommateurs en termes de retour sur est-ce que eux ils sont plus satisfaits? Alors, on n'a pas fait de mesure au niveau des consommateurs, en tout cas sur cette période-là. On a par contre fait une mesure avec l'équipe de Comdata, hein, et qui déjà, donc pourtant c'est une solution nouvelle, hein, donc qui déjà est satisfaite de cette nouvelle application et des formations qui ont été mises en place, et donc aussi en termes de convivialité et d'usage. Donc déjà, en tout cas, dans l'utilisation interne, on n'a pas encore fait de tests et de mesures qu'on fait effectivement périodiquement, qu'on n'a pas encore fait avec nos consommateurs, notamment dans la période de changement où l'équipe est en train de puisque le kick-off de l'organisation, lui, a eu lieu fin février, donc juste après. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Mélanie? Ouais, est-ce qu'on a encore d'autres Non, d'autres on n'a questions? pas d'autres questions dans le chat. Je propose qu'on enchaîne. On a pris un léger retard, mais je pense que c'était utile. Oui, très bien, on continue. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de partager quelques points au-delà de ce qu'on a déjà dit, hein, concernant l'accompagnement de ce genre de projet. C'est-à-dire de se dire finalement, quand on accompagne des projets de systèmes d'information, en quoi les bonnes pratiques de projet, sur les bonnes pratiques de projet, qu'est-ce que finalement un accompagnement externe peut vous apporter? On a parlé à travers le témoignage de Gilles de la clarification des enjeux et des objectifs, de la gouvernance, des rôles et responsabilités. Mais voilà, on voulait vous repréciser, on a la capacité à faire toute la partie planification. Et là, c'est un petit exemple qu'on vous a mis sur, voilà, je suis avec mon intégrateur, je ne sais pas dans quel bout le prendre pour planifier mes différents ateliers, dans quel sens je le prends, lesquels je fais d'abord, etc. Quelle va être ma charge? Ça, c'est un élément qui est très important sur un projet, hein. On n'en a pas parlé dans le cadre du projet Salesforce parce que c'était pas le premier projet au sein du groupe Danone, donc forcément, il y avait déjà une certaine habitude de la méthodologie, mais parfois dans un projet, forcément, le fait de cuber la charge est un élément important. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut vous aider.
Et puis, encore une fois, chez Danone, la culture gestion de projet est très diffusée, mais c'est important dans une équipe de pouvoir donner un langage commun à une équipe projet. Et du coup, chez Optim, on a la capacité à donner cette culture commune à l'ensemble de l'équipe et donc du coup à former l'équipe en début de projet de façon ad hoc à une même méthodologie de gestion de projet qui sera du coup utilisée tout au long du projet. Hop, pardon. Hop, je reviens là-dessus. Deuxième point, là on est plus dans le... Là on était sur la préparation. Dans la partie... hop, je suis passée un peu vite, je crois. Voilà. Dans la partie, on va dire, exécution du projet, l'appui à l'équipe projet, Gilles en a parlé, hein, le fait d'être neutre forcément permet parfois de poser vis-à-vis de l'équipe projet un certain nombre de sujets, que ce soit en équipe, dans le comité de pilotage, de donner du lien. Notre expérience à tous, on est un certain nombre à avoir dans l'équipe de l'expérience en tant qu'opérationnel de gestion de projet, de direction de projet. Donc, eh ben, on a cette prise de recul, cette connaissance de posture à la fois en tant que DSI, par exemple pour Emmanuel. Moi, pour ma part, j'ai été en tant que chef de projet côté business, en tant que chef de projet sur la partie change management. Donc, on a cette connaissance de quelle est quand on est de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Donc, on peut vous aider sur cette partie-là. Et puis, sur d'autres thématiques, c'est-à-dire qu'on apporte dans un projet aussi d'autres sujets. Typiquement, chez Danone, par exemple, on avait des équipes qui parfois étaient un peu perdues sur la priorisation. Donc, on leur a apporté des petites choses comme la matrice d'Eisenhower sur la priorisation. On a parlé de change management, même si dans le cadre de départ, on va dire la mission de départ, l'analyse d'impact et tout le plan de communication n'était pas forcément prévu au départ. Bon, voilà, c'est des choses qui, au fur et à mesure de la mission, quand ça nous semble important, ce sont des choses qu'on va pouvoir apporter de part de notre côté caméléon chez Optim. On a un certain nombre de cordes à notre arc. Et puis, troisième élément, dans l'exécution, hein, c'est évidemment, on a parlé de la gestion des aléas. Dans un projet, on imagine que tout va bien se passer, et puis ça ne se passe jamais exactement comme on veut. On a des problématiques de ressources, on a des problématiques de méthodologie, on a des problématiques de scope qu'on n'avait pas anticipées, comme vous l'avez très bien dit. Donc, notre capacité, effectivement, c'est d'aller vous aider à formaliser, établir des scénarios, les chiffrer, etc. Et d'animer, de vous fournir des outils d'animation, que ça soit en présentiel, en distanciel, en hybride, des outils de présentation de façon synthétique, un comité de pilotage, comment ça s'anime, comment vous pouvez, comme l'a dit Gilles, hein, présenter et faire prendre des décisions. L'important, c'est vraiment la capacité à éclairer des décisions et à les faire prendre pour que les instances soient efficaces, que ce soit des instances d'équipe ou des instances de pilotage. Parce que l'important dans un projet, c'est vraiment de garder en permanence l'alignement, que ce soit au sein d'une équipe ou au sein d'un comité de pilotage. Et enfin, dernier point, c'est la partie capitalisation. Parce que quand on accompagne une équipe pendant plus d'1 an, et c'est ce qu'on a fait vraiment avec l'équipe Danone, hein, on a à cœur de travailler sur la partie qu'on appelle le close et la capitalisation. C'est-à-dire la capitalisation, c'est faire travailler l'équipe sur qu'est-ce qu'elle en retient et qu'est-ce que cette équipe va en retirer pour elle-même pour les prochains projets, en quoi elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a gardé. Et le close, c'est qu'est-ce que, pour la solution, pour l'organisation, qu'est-ce qui doit être mis en place pour pérenniser le système, les process, pour faire en sorte que ce qui a été construit dans le cadre du projet, en l'occurrence Salesforce, quelles sont les instances, les compétences qui doivent être pérennisées. Et voilà, donc c'est vraiment de faire en sorte que
tout ce qui a été fait pendant un an soit bien capitalisé, à la fois pour les personnes et à la fois pour l'organisation. Ça fait partie pour nous vraiment de notre mission d'accompagnement. Voilà ce qu'on pouvait, ce que je voulais vous dire sur quand on vous accompagne, voilà les apports un peu supplémentaires de notre accompagnement. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est d'élargir, puisque là, on était sur la bonne gestion, le bon cadrage, la bonne maîtrise d'un projet défini. Oui. Moi, mon discours ici, c'est de vous donner un horizon plus large sur nos savoir-faire en termes d'accompagnement de la digitalisation et de la transformation du SI et ce qu'on est capable de faire. Alors, ce slide, il dit quoi? Il dit un système d'information, ce que vous avez au centre, c'est ce rond avec ces 4 cadrans. Le système d'information, c'est pas juste des logiciels et des machines, c'est bien évidemment les ressources et l'organisation qui permet de le définir, de le mettre en œuvre, de le réaliser, de le piloter. Et de plus en plus, dans le monde qui nous entoure, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde de l'instantanéité, c'est la maîtrise de nos datas. Que ça soit en interne, en transverse, ou vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires. Donc c'est ça la vision de l'ensemble du système d'information. Le message à gauche, c'est que on est en capacité de vous accompagner depuis une planification stratégique, la reconsidération de l'architecture complète de votre système d'information sur un plan stratégique en lien avec un plan stratégique business et une approche schéma directeur, jusqu'à la mise en œuvre, le suivi, le pilotage de questions très opérationnelles sur l'utilisation du système, comme je pourrais citer par exemple effectivement la pertinence des données qui sont dedans, comment on les disponibilise, comment on améliore la qualité, comment on se prémunit sur des questions de plus en plus d'actualité, de cyberattaque, de cybersécurité, de sensibilisation, etc. Sur la partie intermédiaire, il y a un gros savoir-faire chez Optime, pas seulement au niveau de pilotage d'un projet, mais au terme de pilotage d'un portefeuille de projets, avec des questions effectivement de gestion de la capacité à faire, c'est-à-dire d'allocation de ressources, et en particulier de ressources critiques, avec une approche un peu innovante basée sur la théorie des contraintes, sur comment maximiser l'utilisation du système portefeuille de projet en contribution au but de l'entreprise, en ayant la meilleure utilisation possible des ressources critiques. On a cité quelques exemples, donc ça, ce sont des références que vous avez dans lesquelles on a pratiqué la mise en place du portefeuille de projet, dans lesquelles on a pratiqué de la réorganisation de DSI. Tu as parlé de mon rôle d'ancien DSI, c'est ce que je fais par exemple à Villefranche. Portefeuille de projet, on l'a fait pour de multiples clients comme Olot, comme CNR, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine de la fabrication, dans le domaine de la R&D. Cette pratique de gestion de projet et de priorisation des ressources, elle s'applique dans d'autres domaines que l'IT. Et puis, ce que je voudrais mentionner en dernier sur ce sujet-là, on a aussi un savoir-faire sur faire de l'optimisation et de l'amélioration de la performance par le développement des compétences, le pilotage des compétences et des prospectives de comment on doit faire évoluer les métiers côté IT ou côté métier pour justement rentrer dans une digitalisation accrue, une performance accrue, voire rentrer dans une logique d'innovation pour créer de nouveaux services à valeur ajoutée. Voilà un panorama très très rapide avec le temps qui nous est compté, mais bien évidemment, si vous avez des questions sur nos savoir-faire qu'on touche à peine du doigt, n'hésitez pas à contacter Mélanie, moi ou tous les autres consultants du cabinet Optime Ressources, on vous accueillera avec plaisir. Sur la suite, Mélanie. Est-ce qu'on laisse peut-être la place à quelques questions avant d'enchaîner? Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Pour l'instant, j'en ai pas dans le chat. Ouais, je voudrais dire aussi à ce sujet, initialement, on avait prévu de s'arrêter à 10 heures, c'est-à-dire dans 5 minutes. On s'est concertés tous les trois en disant on peut laisser la possibilité à ceux qui le souhaiteraient d'approfondir une demi-heure de plus. Donc ceux qui le souhaitent, restez connectés jusqu'à 10h30 et à ce moment-là, on pourra peut-être prendre des questions en direct oralement. Très bien. Une petite page de pub sur, en quelques mots, Optime Ressources. Donc effectivement, on a parlé du fait qu'on est
autour de 2 métiers principaux. On a un but, c'est vrai, qui est la performance de votre organisation, l'épanouissement des équipes. Donc, on n'est pas des techniciens de l'informatique, hein, on est bien dans la gestion de l'humain au centre, dans les dynamiques de management, d'accompagnement, de coaching, au service de la performance de l'entreprise et de l'épanouissement des équipes. On a en particulier un point qui est mentionné ici, développer une école de consultants. On en est à la promo 2 pour former nos futurs collègues, confrères, voire concurrents à notre métier de consultant qu'on adore et qui nous fait vibrer. Et puis, un dernier point, on a aussi des événements à venir qui sont organisés pour Optime Ressources. Si tu peux passer sur la page suivante. Qui sont, d'une part, j'ai mon collègue Christian Guérin et d'autres qui organisent donc 2 sessions de formation sur la théorie des contraintes les 28 et 29 avril, en lien avec effectivement l'utilisation de vos ressources critiques en contribution à votre but, et une séance plus spécifique le 5 et 6 juillet sur lequel on applique cette théorie des contraintes à de la gestion de portefeuille de projet et au management des ressources critiques. On a un webinaire qui est programmé le 6 mai matin, dont le thème sera « Le management serait paradoxal, je rêve, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire ». Et puis, comme je mentionnais, l'école de consultants, on lance notre promo 3 à partir de janvier 2023. Donc, pour ceux qui envisagent un changement d'orientation dans leur carrière professionnelle et qui souhaiteraient se lancer dans le métier de consultant, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à ce type de formation. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Avant de nous quitter, il nous reste 3 minutes. On voudrait avoir un petit feedback à chaud de votre part pour ceux qui nous quittent sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Une petite note, un petit commentaire, ça nous ferait plaisir. Je pense que ça serait aussi intéressant pour Gilles et Mélanie ici présents. Merci beaucoup pour ceux qui nous quittent. Merci à tous, merci de votre présence, merci à toutes et à tous, merci de votre présence. Et on reste connectés s'il y en a certains qui veulent avoir une discussion en live. N'hésitez pas à mettre les micros, les caméras, on est vraiment à votre disposition. Merci, bonne fin de journée. 6. Merci, c'était top. Allez, bonne fin de journée. Merci Paul. Merci Paul. Alors, est-ce qu'on va voir Du coup, tu coupes l'enregistrement? Oui. Comment j'arrête l'enregistrement? Tac.